Bienvenue, chers amis, au troisième épisode de la vie de Shoghi Effendi. On va commencer dans un instant, mais je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue, à vous ici sur Zoom en live et à tous les gens qui vont découvrir la vie de Shoghi Effendi sur YouTube. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Aujourd'hui, c'est donc la vie et l'œuvre de Shoghi Effendi, partie 3, 1918-1921, Haïfa et Oxford. Chapitre 1 avec Abdu'l-Baha, 1818-1819. Secrétaire, traducteur et assistant d'Abdu'l-Baha. Dès son arrivée en Terre Sainte à l'été 1918, lorsque Shoghi Effendi devient le principal secrétaire, traducteur et assistant d'Abdu'l-Baha en anglais. Les 18 mois de service à plein temps de Shoghi Effendi auprès de son grand-père bien-aimé, qui était l'objectif ultime pour lequel il avait travaillé sans relâche et étudié pendant ses 6 années d'études à Beyrouth, serait la période la plus merveilleuse de toute sa vie. Sur cette photo, vous pouvez voir Shoghi Effendi, durant cette période de service, en train de travailler sur sa machine à écrire Corona bien-aimée, qu'il utilisera le reste de son ministère. Plus tard, en parlant de la présence de Abdu'l-Baha à son épouse Amatul-Baha Ruya Khanum, Shoghi Effendi répétait souvent: le maître était comme un océan. Ce commentaire à lui seul explique le mystère d'Abdu'l-Baha. Il possédait une capacité surhumaine à absorber tout ce que le monde lui imposait. Il pouvait tout endurer sans laisser transparaître le moindre signe de trouble. Ceci est la première photo prise d'Abdu'l-Baha en 1818 après la Première Guerre mondiale. Pendant 1 an et demi, Shoghi Effendi eut l'occasion d'observer Abdu'l-Baha en toutes circonstances et d'apprendre de lui presque 24 heures sur 24. Bien sûr, l'essentiel du travail consistait à traduire des lettres en persan et des réponses en anglais, mais ce que Shoghi Effendi pouvait observer, c'était la façon dont Abdu'l-Baha répondait aux questions et s'émerveillait de la capacité de son grand-père à aimer tout le monde, à répondre à chaque individu, à ne jamais oublier un cœur, à toujours inspirer, encourager et éduquer. C'est donc aux côtés d'Abdu'l-Baha que Shoghi Effendi apprit comment encourager les communautés bahaïs du monde entier, gérer les affaires de la foi, et il fit la connaissance de nombreux bahaïs remarquables et éminents du monde entier. Sur cette photo, c'est également durant la période de service de Shoghi Effendi à Haïfa. On voit Shoghi Effendi ici, debout derrière Abdu'l-Baha, qui est au centre de la photo, et c'est lui ici avec son fez noir sur les marches de la maison d'Abdu'l-Baha à Haïfa. Visite aux autorités. Voici une autre photo d'Abdu'l-Baha et Shoghi Effendi à la même époque. Durant son service auprès d'Abdu'l-Baha, Shoghi Effendi commençait à accompagner fréquemment Abdu'l-Baha à un nombre croissant de réceptions officielles auxquelles il était invité. Ces réceptions comprenaient des visites au gouverneur militaire britannique de Haïfa, des entretiens avec le commandant en chef, Sir Edmund Allenby, le général qui avait dirigé les forces alliées en Palestine. Lord Allenby serait plus tard largement responsable de l'adoubement d'Abdu'l-Baha par le gouvernement britannique en avril 1920 après le départ de Shoghi Effendi. Shoghi Effendi commençait donc à se faire connaître. Abdu'l-Baha l'avait donc présenté dans ce milieu et il était connu. 1918, Shoghi Effendi et la caravane de chameaux. À un moment donné, pendant le séjour de Shoghi Effendi en Terre Sainte, l'une des caravanes de chameaux d'Abdu'l-Baha transportant des sacs de blé arriva aux portes de Haïfa. Ceci ne sont pas les caravanes de Abdu'l-Baha, mais ce sont des caravanes en Palestine sous le mandat britannique qui transportent du blé. Donc c'est une très belle photo pour illustrer cette histoire. Les soldats britanniques qui gardaient la porte de la ville refusèrent l'entrée à la caravane. Bahram Fouroudi et 2 Bahaïs, chacun portant un sac de blé, entrèrent à Haïfa et allèrent directement trouver Abdu'l-Baha et lui expliquèrent la situation. Abdu'l-Baha écouta très attentivement ce que Fouroudi avait dit, puis l'envoya avec Shoghi Effendi pour résoudre la situation. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de la ville, le commandant des gardes, un major britannique, était confortablement installé dans son fauteuil en train de fumer une pipe. Dans son anglais courant et fluide,
Shoghi Effendi expliqua au major que la caravane de blé était destinée à Abdu'l-Baha. Selon Fouroudi, le major était tellement étonné par un anglais aussi éloquent de la part d'un si jeune homme, il a immédiatement ordonné aux soldats d'ouvrir les portes pour que la caravane d'Abdu'l-Baha puisse rentrer à Haïfa. Janvier 1919. En janvier 1919, à peine 4 mois après son arrivée, Abdu'l-Baha avait déjà révélé plus de 100 tablettes à ses amis en Amérique. Shoghi Effendi était très, très occupé. Donc, vous pouvez voir ici une trentaine de tablettes d'Abdu'l-Baha traduites en anglais par Shoghi Effendi. Ce ne sont que des tablettes adressées à certains amis Baha'i en Amérique qui ont été publiées dans Star of the West. Donc, ce n'est pas le volume total. Et aussi, ça n'inclut pas les tablettes révélées par Abdu'l-Baha à tous les coins de la planète. Mais c'était un déluge de travail qui est clairement reflété dans les lettres de Shoghi Effendi à divers amis Baha'i. Cette interruption de ma part dans la correspondance est uniquement due à la grande intensité de travail de dictée et de traduction des tablettes. Toute l'après-midi a passé en traduction d'une partie des requêtes venant de Londres. Dans cette même lettre, Shoghi Effendi dit: J'ai la tête qui tourne, tellement la journée a été chargée. Pas moins d'une vingtaine de demandeurs allant des princes aux pachas aux simples soldats ont recherché une entrevue avec Abdu'l-Baha. Donc il y avait aussi les entretiens. Du matin au soir et même jusqu'à minuit, le bien-aimé est occupé à révéler des tablettes, à répandre dans un monde triste et désabusé ses pensées constructives et dynamiques d'amour et les principes. Alors que j'écris ces lignes, je dois me rendre auprès de lui et noter ses paroles en réponse aux requêtes récemment reçues. Chaque mot de cette lettre révèle l'énergie indomptable de Shoghi Effendi et son dévouement sans limite en servant Abdu'l-Baha au bout de ses forces, des fois au milieu de la nuit. Il est aussi important de mentionner que Shoghi Effendi eut l'opportunité, entre 1818 et 1920, de passer du temps aux côtés de la plus sainte feuille. Voici la seule photo que nous avons de Shoghi Effendi avec la plus sainte feuille, Bahia Khanoum, ensemble, prise à cette époque. Le 10 février 1919, le fonds de secours de Haïfa. C'est une photo de la dévastation des sauterelles qui avaient causé la mort de centaines de milliers de personnes au Moyen-Orient et qui avaient touché Haïfa et les environs. Et les sauterelles avaient tout dévoré. Abdu'l-Baha avait toujours soutenu les œuvres caritatives. Où qu'il soit, avait toujours fait des généreux dons et encouragé les Bahaïs à faire de même. Au lendemain des ravages causés par la famine et la guerre, l'administration militaire a créé le fonds de secours de Haïfa pour soulager les souffrances de la population de Haïfa. Abdu'l-Baha a d'abord contribué 50 livres égyptiennes, équivalent à environ 3 550 dollars aujourd'hui, une somme d'argent très importante en 1918. Après cette première contribution, le nom d'Abdu'l-Baha avait été placé en premier sur la liste des contributeurs. Abdu'l-Baha donna ensuite 50 livres égyptiennes, donc encore une fois 3 500 dollars aujourd'hui, au nom de Shoghi Effendi, et il reçut une lettre du gouverneur militaire G.A. Stanton, datée du 10 février 1919. Votre Éminence, j'ai reçu aujourd'hui votre petit-fils Shoghi Effendi la somme de 50 livres sterling en guise de don supplémentaire au fonds de secours de Haïfa. Veuillez accepter au nom du comité de direction mes plus sincères et reconnaissants remerciements pour cette nouvelle preuve de votre générosité et de votre sollicitude envers les pauvres qui vous béniront éternellement pour votre générosité à leur égard. Veuillez agréer l'assurance de ma plus profonde considération et de mon profond respect. Signé G.A. Stanton, colonel, gouverneur militaire. C'est intéressant aussi de noter qu'en faisant un don tellement généreux au nom de Shoghi Effendi, Abdu'l-Baha est en train de créer des connexions entre le futur gardien de la foi et les plus hauts niveaux d'administration de la Palestine sous mandat britannique. Chapitre 2, avec Abdu'l-Baha, 1919-1920. Le 27 septembre 1919, une introduction officielle. Dans
le Star of the West, volume 10, numéro 11, publié le 27 septembre 1919, et voyez comme il faisait bien les choses, le 1 Mashiach 75. Rouhier Khanum a toujours pensé que cette introduction de Shoghi Effendi au monde américain bahaï était vraiment une idée de Abdul Baha. Et j'ai tendance à être d'accord, parce que regardez ce que Star of the West a publié. Une photo, un portrait de Shoghi Effendi en pied, et dessous, il y a une légende. Shoghi Effendi, petit-fils d'Abdul Baha, traducteur de tablettes et de lettres récentes de Baha'i des États-Unis et du Canada, auteur de lettres de journal, commençant dans ce numéro de Star of the West, voire page 216. Ces diary letters, c'était comme des journaux intimes, des lettres sous forme de journal intime adressées à Ahmad Sohrab. Il y en a 4 dans ce numéro de Star of the West. Euh, Elles commencent des fois en milieu de page, hein, elles sont toutes signées Shoghi Rabbani, et il parle du volume de travail, de la vie d'Abdul Baha, de ses tablettes qu'il révèle, des lettres auxquelles il répond, des lettres qui arrivent, des gens qui viennent le rencontrer. Peut-être encore plus fascinant que cette introduction, c'est le fait qu'elle a lieu euh, un an avant le décès d'Abdul Baha. Et que c'est ce même Shoghi Effendi qui sera présenté à toutes les communautés bahaïs du monde entier comme le gardien de la cause de Baha'u'llah. Il est introduit publiquement donc en septembre 1919. Janvier 1920, la voiture d'Abdul Baha. En janvier 1920, donc parallèlement à l'arrivée de pèlerins, euh, il y a une arrivée d'un genre entièrement nouveau, c'est l'automobile Cunningham à 7 places d'Abdul Baha, un cadeau de Ella Goodall Cooper. À l'époque, la voiture valait à peu près 100 000 dollars, dans l'équivalent de 100 000 dollars aujourd'hui. Sur cette photo, vous pouvez voir Saichiro Fujita au volant de la voiture d'Abdul Baha. Saichiro Fujita, ici photographié avec Shoghi Effendi, donc probablement en 1920, avait été invité par Abdul Baha à venir vivre à Haïfa. Et c'est lui qui avait accompagné la voiture et il va rester à Haïfa comme chauffeur et mécanicien de cette voiture. À son arrivée à Haïfa, Abdul Baha a chargé Shoghi Effendi, donc il lui donne des responsabilités de plus en plus grandes. Et la responsabilité qu'il donne à Shoghi Effendi, c'est d'aller dédouaner cette voiture extrêmement chère et de la livrer à son domicile, à sa maison, au 7 rue Haparsi. Bien que la voiture soit arrivée pendant un week-end, Shoghi Effendi a réussi à la faire livrer à Abdul Baha. Une fois que la voiture arrive devant la maison du maître, Shoghi Effendi va voir son grand-père et l'informe. Abdul Baha est extrêmement surpris, mais aussi profondément satisfait, et il demande à Shoghi Effendi comment il a pu faire ça un jour où la douane était fermée, un week-end. Shoghi Effendi répondit qu'il avait lui-même apporté les papiers de dédouanement au domicile des divers fonctionnaires de la ville et leur avait demandé de signer et de donner les ordres nécessaires pour remettre immédiatement la voiture en position, en possession de Abdul Baha. Abdul Baha allait voyager parfois en automobile, mais celle-ci servait principalement au transport des pèlerins. Elle était trop large pour les voitures, les rues étroites de Haïfa. Elle était donc cantonnée au sens unique. Elle était également trop large pour franchir la porte de Akka. Parfois, Abdul Baha rejoignait les pèlerins en automobile pour une ascension du mont Carmel et une vue sur la Méditerranée. Et bien sûr, notre guide tout au long de cette série, c'est Ruhiya Khanum. Et dans La perle inestimable, elle remarque ces caractéristiques de la façon dont Shoghi Effendi a travaillé toute sa vie. Il voulait toujours que chaque chose se fasse tout de suite et plus tôt encore si possible. Et toute chose sur laquelle il avait ce contrôle avançait à cette vitesse. Donc plus vite que plus vite, aussi vite que possible et plus vite si possible. Début 1920, nous avons une courte petite vignette ici, mais importante tout de même, la visite à Dacier. En 1920,
Abdu'l-Baha effectua sa quatrième et dernière visite à Adassieh d'une journée et une nuit afin de conclure un accord permanent avec les fermiers bahaïs du village. Cette photo n'est pas de Adassieh, nous n'avons pas des photos de Adassieh, mais c'est la région à peu près euh, de Adassieh. Vous voyez, ce sont des endroits très cultivés. Shoghi Effendi, pour cette visite, la dernière visite de Abdul Baha dans son village agricole qui avait sauvé la vie de tellement de personnes durant la Première Guerre mondiale, accompagne Abdul Baha et ils vont parcourir la région à cheval ensemble. Au cours de cette brève visite, encore une photo de la région en général, vous voyez la rivière, source d'eau, Abdul Baha a réduit sa part des bénéfices des agriculteurs. La guerre était finie, les besoins avaient diminué et Abdul Baha estimait que ce n'était que juste. Et il a insisté auprès des Bahaïs sur l'importance des réunions de prière quotidiennes et de la consultation pour résoudre les conflits. Abdul Baha laissa également à ses chers agriculteurs de sages conseils économiques, leur recommandant de rémunérer leurs ouvriers selon un pourcentage de leurs bénéfices. Et c'est merveilleux d'imaginer Shoghi Effendi à cheval avec Abdul Baha parcourant les champs de Hadassi. Début 1920, Oxford, c'est la prochaine étape de la vie de Shoghi Effendi qui se profile. Voici Shoghi Effendi probablement dans les alentours de Haïfa. À l'époque, il s'habillait comme cela, c'était un habit comme un mélange d'occidental et d'oriental. Abdul Baha avait décidé même dès 1910, quand il avait parlé à la docteure suisse Joséphina Falschir, que Shoghi Effendi allait fréquenter l'université d'Oxford, la meilleure des meilleures universités anglophones à l'époque dans le monde. Et Abdul Baha avait demandé à son ami, le Lord Lamington, un éminent lord écossais qui le respectait et l'admirait profondément, d'utiliser son influence pour que Shoghi Effendi soit admis dans un des collèges d'Oxford. Oxford, ce n'est pas une université comme les autres, ce n'est pas une université, il y a une quarantaine de mini-universités qui s'appellent des collèges à l'intérieur, et on va regarder ça en détail un peu plus tard, quand il va aller à Oxford. Début 1920, Abdul Baha décide soudainement que Shoghi Effendi doit se rendre en Angleterre au plus vite. Donc voici une autre photo de Shoghi Effendi pendant cette période de service. Il est ici, les bras croisés, avec un fez toujours et une robe orientale longue. Euh, de l'extérieur, c'était un peu étrange que Shoghi Effendi parte à ce moment-là parce que le volume de travail était énorme, mais il y avait un de ses cousins qui avait fini ses études à Beyrouth, qui était anglophone, qui allait le remplacer auprès du maître, et Abdul Baha était en pleine santé, on va voir ça un peu dans la prochaine histoire, et plus tôt il partait pour poursuivre ses études, plus tôt il serait de retour pour servir Abdul Baha. Donc le plan, c'était basé sur ça. Et une des choses sur lesquelles le plan d'envoyer Shoghi Effendi à Oxford immédiatement était basé, c'était la santé parfaite d'Abdul Baha. Voici une autre photo de Shoghi Effendi et Abdul Baha ensemble. J'affectionne particulièrement cette photo parce que on voit que Shoghi Effendi est en train de parler à quelqu'un. Il est au premier plan avec son fez et on dirait qu'il y a du vent parce que la petite, je sais pas comment on appelle ça, tassel, elle vole un petit peu. Donc il est en train de parler à quelqu'un et il est avec Abdul Baha dans la même photo, mais Abdul Baha, lui, il est en train de faire autre chose. Il rentre dans la maison des pèlerins orientaux. Euh, Fin 1900, à la mi-1920 ou début 1920, les tensions que Abdul Baha avait subies dans la Première Guerre mondiale s'étaient atténuées et maintenant il avait retrouvé une santé améliorée. Lorsque le Major Tudor Paul, qui adorait Abdul Baha, était venu rendre visite dès qu'il avait pu, en novembre 1918, au moment où la guerre finit, c'était le premier visiteur occidental, il avait été profondément impressionné par la santé d'Abdul Baha. Il avait dit: le maître est vigoureux et d'une santé meilleure encore que lorsqu'il était à Londres 5 ans avant. Donc tout le monde estimait que Abdul Baha était plus vigoureux, plus sain qu'il n'avait été depuis des années. Shoghi Effendi témoigne aussi du bien-être de Abdul Baha. La première lettre, datée du 25 avril 1919, Shoghi Effendi dit: le bien-aimé est en parfaite santé, fort et vigoureux, encore une fois le mot vigoureux,
heureux et joyeux. La deuxième lettre, 4 mois plus tard, le maître bien-aimé est vraiment au mieux de sa santé. Physiquement fort, toujours actif, révélant des centaines de tablettes par semaine, répondant à d'innombrables requêtes, recevant de nombreux visiteurs et pèlerins, se levant souvent à minuit pour prier et méditer. Mais c'est tragique parce que c'est un an avant le décès soudain d'Abdu'l-Baha. Il n'y a aucun signe qu'il va mourir. Dans la tête de tout le monde, bien sûr, il avait 76 ans, mais il pensait qu'il allait vivre encore peut-être 10, 15 ans. Abdu'l-Baha était fort, était en bonne santé, il était toujours de bonne humeur. Et comme nous allons le voir dans l'histoire suivante, il planifiait un ambitieux voyage, sa prochaine grande aventure, le voyage prévu d'Abdu'l-Baha en Asie. Donc ça, c'est une raison pour laquelle Shoghi Effendi est parti à Oxford sans avoir aucune arrière-pensée que ce soit sur la santé de son grand-père. Début 1920, Abdu'l-Baha prépare un autre voyage d'enseignement très long, très ambitieux, en Asie du Sud-Est, en Amérique et en Europe. Shoghi Effendi annonce le projet du maître à ses amis. Ce qui est significatif et attrayant, c'est l'indication donnée par le bien-aimé lui-même. Il projette et envisage un tel voyage à travers l'océan Indien. Il a même déclaré que si Dieu le veut, il aimerait entreprendre un voyage en Inde et continuer par l'Indochine, le Japon, les îles Hawaï, puis traverser le continent américain et aller à votre aimable cité de Londres, puis en France et en Égypte. Oh, quelle est fervente, profonde et sincère notre espérance pour qu'un voyage dont il a fixé lui-même la durée à 4 ou 5 ans soit entrepris. Espérons-nous, espérons et préparons-nous. Et puis, bien sûr, Shoghi Effendi avait écrit au Baha'i de Birmanie, Myanmar aujourd'hui, le bien-aimé a indiqué que sa récente intention de voyager en Inde, et nous espérons que cela se réalisera bientôt, et que l'Inde, grâce à l'unité et l'énergie des amis, acquerra la capacité de le recevoir. La joie et l'excitation tellement palpables dans ces lettres sont également déchirantes. Shoghi Effendi quitte Haïfa pour Oxford, et quand il quitte Haïfa, c'est la dernière fois qu'il va voir Abdu'l-Baha en vie, mais il quitte dans un état d'esprit parfaitement serein, la conscience tranquille, et qui plus est, probablement faisant ses propres plans pour revenir à temps pour accompagner Abdu'l-Baha dans ce long voyage sur tous les continents. Chapitre 3, Convalescence en France. Avril-juillet 1920. Shoghi Effendi à Neuilly. Une fois que Shoghi Effendi quitte Haïfa, il se passe quelque chose d'intéressant parce qu'il avait épuisé toute son énergie à servir Abdu'l-Baha pendant 18 mois et il était maintenant dans ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes modernes un burn-out. Il était complètement vidé, complètement épuisé mentalement et physiquement. Et Abdu'l-Baha l'envoie pendant 4 mois à cet endroit, la maison d'hydrothérapie et de convalescence du parc de Neuilly, située dans cette jolie banlieue au nord-ouest de Paris. Abdu'l-Baha, dans son amour immense pour son petit-fils chéri, avait laissé Shoghi Effendi hors de sa vue avec des instructions très strictes. Connaissait très bien Shoghi Effendi. Donc Shoghi Effendi devait suivre un traitement, il devait récupérer et il ne devait pas ouvrir un livre pendant son séjour. Abdu'l-Baha était si attentionné et soucieux de la santé de Shoghi Effendi qu'il s'arrangea même pour que le docteur Loftullah Hakim, que vous voyez ici avec un fez et des lunettes, devant Saichiro Fujita et à côté de Shoghi Effendi, donc ils sont tous les deux partis ensemble en France. Le 11 juin 1920. Donc c'est depuis la maison d'hydrothérapie et de convalescence de Neuilly que Shoghi Effendi postule à Oxford en tant qu'étudiant non universitaire. Donc on va le voir plus tard, c'est un petit peu compliqué. Il ne va pas immédiatement rentrer dans un collège de Oxford, le collège de Balliol qu'il veut intégrer. Il va d'abord commencer comme un étudiant qui est non universitaire. Et voici son application, sa lettre de candidature qui est merveilleuse. Mon seul objectif est de perfectionner mon anglais,
d'acquérir des compétences littéraires nécessaires pour bien l'écrire, le parler et traduire correctement avec éloquence du persan et de l'arabe vers l'anglais. Je compte me concentrer sur cet objectif pendant 2 ans et l'acquérir grâce à l'aide d'un tuteur, en assistant à des conférences, en fréquentant des cercles littéraires cultivés et raffinés et en suivant des exercices de phonétique. Il est extrêmement organisé, tout est planifié, la durée, comment il va y arriver et quel est son objectif. Lors de son séjour à Oxford, Shoghi Effendi va même clarifier ses objectifs académiques dans une lettre du 17 septembre 1920 adressée à Monsieur et Madame Scott à Paris. Je suis plongé dans mes études, toutes ayant pour but une meilleure capacité à traduire les paroles de Baha'u'llah et une connaissance plus complète et une meilleure expression dans l'exposition de ses principes. Maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le gardien est né en parlant le persan, l'arabe, le turc. Mais il va aller étudier pendant 6 ans à Beyrouth, qui est une université anglophone. Ensuite, il va aller à Oxford et Shoghi Effendi va redéfinir l'éloquence en anglais. Alors que ce n'est pas sa langue maternelle, il devient plus doué en anglais que n'importe quel anglophone de langue maternelle anglaise. Chapitre 4. Arrivée en Angleterre. Mais d'abord, 1920-1921, Shoghi Effendi et l'Angleterre. Durant ces 18 mois en Angleterre, Shoghi Effendi va se forger des souvenirs inoubliables qui vont rester gravés dans son cœur toute sa vie. Avoir énormément de souvenirs associés à beaucoup de régions, de Manchester à l'Écosse, Sussex, euh, oh, je vais en parler en détail, donc je ne vais pas trop gaspiller, mais il va être intimement connecté à Londres. Et à l'intérieur de Londres, des lieux emblématiques tels que l'abbaye de Westminster, The House of Commons, la cathédrale de Saint-Paul qui est emblématique de la City, la Tour de Londres, le British Museum, National Portrait Gallery, the Victorian Albert Museum et les jardins botaniques royaux de Kew. 26 juillet, 10 septembre 1920, Oxford. Dans le premier endroit où Shoghi Effendi va vivre à Oxford, c'est cet hôtel que vous voyez, le Randolph Hotel. Il arrive à peu près le 26 juillet 1920, il s'installe au Randolph Hotel et sans perdre de temps, il commence immédiatement à travailler avec son tuteur, un professeur de philosophie à Balliol. Donc Balliol, c'est un des collèges, le collège futur de Shoghi Effendi. Bon, quand Shoghi Effendi arrive, il n'y avait aucune place libre à Balliol. Ça, c'est une photo de Balliol, un des bâtiments de Balliol. Pendant cette première année, donc, il ne put pas s'inscrire, mais ça ne l'empêche pas d'assister aux cours tous les jours et de travailler avec ses tuteurs. Ensuite, Shoghi Effendi va quitter l'hôtel Randolph et louer une chambre au 45 Broad Street, que vous voyez ici. Shoghi Effendi disposait de moyens très modestes pendant ses études à Oxford et il était extrêmement économe. N'oubliez pas, Shoghi Effendi est un enfant qui est né prisonnier et qui a grandi dans les derniers jours de l'Empire ottoman. Et donc, toute sa vie, il fera très attention à l'argent. C'est une qualité d'économie et de sagesse extrême. Et même quand il avait 23 ans à l'époque, il était toujours très économe. Il a même acheté un fer à repasser électrique et il repassait lui-même ses vêtements. Du 10 au 15 septembre 1920, 5 jours avec le Dr. Eslamont. Après quelques semaines d'études intenses et concentrées à Oxford, Shoghi Effendi finalement accepte l'invitation du Dr. John Eslamont et va lui rendre visite dans son sanatorium privé à Bournemouth, que vous voyez ici, une très jolie station balnéaire sur la côte sud de l'Angleterre dans le Dorset. J'adore cette photo. Dr. Eslamont était un ami très fidèle et loyal à Abdul Baha, très dévoué, et il l'a été également avec Shoghi Effendi. Il sera, on va le voir plus tard, le premier secrétaire anglophone de Shoghi Effendi, un des premiers à long terme. Et cette photo avec lui assis sur les marches de son sanatorium, la main sur l'épaule de Shoghi Effendi qui a l'air relaxé, est une tellement belle photo. Et Shoghi Effendi lui-même va écrire au docteur Eslamont et va lui dire: Je me souviendrai toujours des jours heureux et reposants que j'ai passés à Bournemouth en compagnie de notre ami disparu John Eslamont.
et je n'oublierai pas les heures agréables que nous avons passées ensemble en prenant nos repas au sanatorium. Chapitre 5, premier trimestre à Oxford. Alors, les noms des trimestres à Oxford. Oxford, c'est une université très spéciale. Il y a énormément de traditions, énormément de petits noms pour chaque chose. Tout a des noms, il y a plein de collèges différents. C'est une université millénaire, c'est un endroit merveilleux pour étudier. Et les noms des trimestres à Oxford sont très différents de tous les autres noms de trimestres. Donc, le trimestre Michaelmas, de octobre à décembre, c'est le premier trimestre de l'année. Le deuxième trimestre, c'est le trimestre Hilary, de janvier à mars. Et le troisième trimestre, c'est le trimestre Trinity, de avril à juin. Alors, j'ai pas voulu vous embêter, il y a des histoires très longues sur d'où viennent ces noms, mais ça nous allait trop nous distraire. Mais je voulais vous parler de quelque chose d'important. C'est-à-dire que Shoghi Effendi avait planifié de faire un master en 2 ans, soit 6 trimestres à Oxford. Donc, 2 trimestres Michaelmas, 2 trimestres Hilary, 2 trimestres Trinity. Mais ce qui va se passer, c'est que Shoghi Effendi va faire une année entière, Michaelmas, Hilary, Trinity, et il va faire un mois de son quatrième trimestre Michaelmas, et après il va quitter. Donc il va jamais finir. Il aura fait un an sur ces 2 ans. Une pression énorme. Donc, Shoghi Effendi continue à écrire très très souvent à son ami Ali Yazdi. Et il y avait probablement 18 pages de lettres entre eux, mais je n'ai pas pu beaucoup en inclure. Par contre, celle-ci datait du 5 octobre 1920, la première année de Shoghi Effendi, le premier mois de son trimestre Michaelmas. Shoghi Effendi s'exprime de façon absolument frappante, mais éloquente sur sa tâche herculéenne et la pression non seulement qu'il subit, mais qu'il se fixe lui-même. Mon domaine d'étude est si vaste que je dois acquérir, maîtriser et assimiler une multitude de connaissances, de cours et de livres, tous essentiels et indispensables à ma future carrière au service de la cause. L'étendue même de ce champ immense suffit à décourager, à enthousiasmer et à submerger un jeune débutant inexpérimenté comme moi. Pense au vaste domaine de l'économie, aux conditions et problèmes sociaux, aux différentes religions du passé, à leur histoire, à leurs principes et à leurs forces, à l'acquisition d'une solide maîtrise de l'anglais pour la traduction, à la maîtrise de l'art oratoire, si essentiel pour moi. Tout cela et une douzaine d'autres encore, tout cela à rechercher, à acquérir et à assimiler. Et la dernière ligne de cette lettre, elle se lit comme une devise du gardien. La prière, la foi, la persévérance et l'effort, seuls y parviendront. Donc voici le premier trimestre Michaelmas de Shoghi Effendi, octobre à décembre 1920. Voici le premier certificat d'inscription de Shoghi Effendi à Oxford. On y lit Université d'Oxford, Scolares non ascripti, latin pour école non enregistrée, étudiant non enregistré. Mr. Shoghi Rabbani s'est inscrit en tant qu'étudiant non collégial, donc non affilié à un collège comme Balliol, le 23 octobre 1920 et a résidé sur place pendant un trimestre, Michaelmas 1920. Son nom figure dans les registres de la délégation des étudiants depuis un trimestre. Il est de bonne moralité et a reçu l'autorisation des délégués de migrer vers le Balliol College le 15 janvier 1921, donc son deuxième trimestre. Les premiers cours de Shoghi Effendi vont porter sur les sciences politiques, les problèmes sociaux et politiques, les questions sociales et industrielles, l'économie politique, l'histoire économique anglaise depuis 1668, la logique, la question orientale et les rapports entre capital et travail. Et voici Shoghi Effendi. Vous allez immédiatement remarquer qu'il s'habille maintenant plus à l'occidental, avec un blazer et une cravate et un pantalon blanc. C'est durant ses études en Angleterre que cette photo a été prise, je ne sais pas exactement où. Mais en plus de ses études, Shoghi Effendi n'oublie pas son amour de la traduction et il aide le docteur Esselmont à translittérer, c'est-à-dire
convertir l'arabe en lettres arabes, en lettres latines avec les accents corrects, des mots persans de Baha'u'llah et l'ère nouvelle, des paroles cachées, et il joue au football et il participe à des débats d'étudiants. Donc ça, c'est une des bibliothèques les plus célèbres de Oxford, la Bodleian bibliothèque. Donc il va traverser les rues de Oxford, il va voir la bibliothèque Bodleian, il va longer la paisible Tamise, il va voir la Christ Church millénaire, c'est une cathédrale et un collège doté d'une vaste cuisine et d'un entrelac d'arches gothiques, mais il va aussi traduire les paroles cachées et la tablette de visitation de Baha'u'llah. 2 mois après le début de son premier trimestre, il reçoit la visite de Ali Yazdi à Oxford. Ali Yazdi est en train d'aller en Amérique pour étudier en Amérique. Donc une photo de Ali Yazdi et Shoghi Effendi, sensiblement au même âge. Euh, et donc, il rend visite à Shoghi Effendi le 3 novembre 1920, passe une nuit dans sa chambre. Shoghi Effendi emmène Ali faire un tour complet d'Oxford, lui fait découvrir les sites, et il parle de leur avenir et les opportunités qui vont s'offrir à eux. Et Shoghi Effendi confie à Ali Yazdi qu'il a un ardent désir de retourner à Haïfa et de servir Abdul Baha. Pour ses vacances d'hiver, Shoghi Effendi va visiter Édimbourg où sa sœur Gourhangiz est en train d'étudier et il va aussi rendre visite à une très bonne amie d'Abdul Baha, Mrs. White, une croyante écossaise très dévouée qui avait hébergé Abdul Baha en janvier 1913, donc 7 ans avant. Chapitre 6, deuxième trimestre à Oxford, et maintenant je vais vous parler des collèges d'Oxford. Balliol, qui est le collège de Shoghi Effendi. Voici le certificat de migration à Balliol de Shoghi Rabbani le 17 janvier 1921. Et Balliol est un des plus anciens collèges d'Oxford, très connu et très vénéré, fondé en 1263, et comme chacun des 27 autres collèges constituait son propre petit monde. Parce que voici Oxford, une vue aérienne, et vous voyez qu'il y a tous ces petits bâtiments. Donc il y a plein de ces bâtiments qui sont des collèges. Et chaque collège a ses propres étudiants, son propre personnel enseignant et administratif, ses propres dortoirs, sa propre cafétéria, sa propre bibliothèque, sa propre culture, son propre caractère, ses propres traditions et sa propre histoire. Donc, comme je vous expliquais, Oxford n'est pas une université, c'est 27 universités ou 43 aujourd'hui, je crois. Chacun des collèges de Oxford est régi par une charte, par un directeur de collège et par un conseil d'administration. Et voici une carte des différents collèges de Oxford. Donc, quand un étudiant rentre dans un collège, quand Shoghi Effendi rentre à Balliol le 17 janvier 1921, immédiatement, il intègre une communauté qui est conviviale et stimulante et qui a son identité propre. Et les liens entre les étudiants d'un même collège sont très profonds. Ils vivent, étudient, mangent et jouent ensemble. Ils débattent et discutent ensemble. Un collège d'Oxford, donc Balliol, c'est une communauté d'amis. Et Shoghi Effendi a probablement choisi Balliol parce qu'au début du XXe siècle, Balliol était très réputé pour ses sujets phares, l'anglais, la philosophie, les sciences politiques, l'histoire et les langues orientales, langues comme on dit en France. Janvier à mars 1921, le troisième trimestre de la première année de Shoghi Effendi, le trimestre Hillary. Et voici une petite surprise pour vous. Voici Shoghi Effendi dans une photo de groupe du collège Balliol. Et alors, Shoghi Effendi se tient derrière le troisième homme de la deuxième rangée, donc il est là, mais c'est plus facile à voir. Ici, voilà ici Shoghi Effendi. Donc, chaque jour pendant ses études, Shoghi Effendi est vêtu de la toge noire obligatoire des étudiants d'Oxford, traverse la cour de Balliol que vous voyez ici pour assister à ses cours. Les appartements de Shoghi Effendi à Balliol comprenaient une chambre et un salon dans un imposant édifice du XIIe siècle. Et voici la salle à manger excessivement impressionnante. Shoghi Effendi était tellement occupé par ses études à Oxford qu'il n'avait généralement qu'un jour de libre le dimanche où ses visiteurs pouvaient venir le voir. Déjà à Oxford, Shoghi Effendi écrivait des résumés sur l'histoire de la foi depuis ses débuts,
analysant l'impact du message du Bab sur la société persane, étudiant les étapes de la proclamation de Baha'u'llah au monde, décrivant l'extraordinaire propagation de la foi à travers le monde pendant le ministère d'Abdul-Baha. Et en février 1921, Shoghi Effendi prononce un discours devant la Société asiatique de l'Université d'Oxford sur l'histoire et les principes de la foi bahaï. Donc ici, vous pouvez voir une salle de débat, une des salles de débat d'Oxford. La détermination de Shoghi Effendi dans ses études. Shoghi Effendi était très engagé. Il avait un objectif de maîtriser l'anglais au plus haut degré. Et à Oxford, les étudiants étaient encadrés par des tuteurs. Et donc, les tuteurs les aidaient dans leur choix de cours et dans leur emploi du temps. Le tuteur de Shoghi Effendi pendant ses études à Balliol était Adie Lindsay. Vous ne pouvez pas mettre de photos de Adie Lindsay parce qu'elles sont toutes avec un copyright, donc je ne pouvais pas les utiliser. Mais Adie Lindsay deviendrait en 1924 le directeur du collège de Balliol. Et c'est un homme vraiment très, très respecté, vraiment éminent académique. Et dans une conversation informelle avec un Baha'i des années plus tard, Lindsay a partagé la passion et l'enthousiasme de Shoghi Effendi dans une vignette très, très, très merveilleuse. L'idée de Shoghi Effendi sur l'éducation consistait à découvrir quelqu'un dont il appréciait les opinions et à le questionner. Lorsque Shoghi Effendi obtenait ses réponses, il les notait toutes dans un petit livret noir. J'avais affiché mon programme. Shoghi Effendi était venu me trouver en me demandant que faites-vous entre 7h et 8h30. Mais pourquoi donc? Je dis je dîne. Oh, a dit Shoghi Effendi. Vous faut-il donc tout ce temps? Je n'avais pas vu tant de désir de connaissance à Oxford. Je lui donnai alors un autre quart d'heure et dînais moins. Il était ainsi, je souffrais pour lui. Shoghi Effendi, le tennisman. Au printemps, donc c'est encore une photo de Shoghi Effendi en Angleterre, quelque part. Au printemps, Shoghi Effendi jouait avec passion au tennis, un sport qu'il aimait non seulement, mais dans lequel il excellait. Il affrontait de nombreux adversaires dans le tournoi des Masters et il était très talentueux. Alors, les deux autres photos, bon, c'est la même photo que j'ai agrandie, ça n'est pas Shoghi Effendi en train de jouer au tennis parce qu'il n'y en a pas, malheureusement, à mon grand désespoir. C'est une photo d'un double aux Jeux Olympiques de 1912. Shoghi Effendi jouait au tennis avec beaucoup d'énergie et il était ambidextre. Rappelez-vous, il était gaucher et à l'école jésuite, on lui avait appris à écrire avec la main droite, donc il était ambidextre. Il pouvait faire des choses des deux mains. Et donc, il passait la raquette de la main droite à la main gauche et il frappait des volées au filet avec une vitesse incroyable et il riait en jouant. Il jouait en riant. Et il frappait souvent des coups imparables, servant la balle au plus loin possible du terrain et déployant son énergie avec brillance. Bien que petit de taille, le service de Shoghi Effendi était féroce. La plupart de ses adversaires se souviennent de Shoghi Effendi comme d'une personne avec qui il était agréable de jouer au tennis, et il incitait parfois des joueurs qu'il savait très talentueux à jouer avec lui. Chapitre 7, troisième trimestre à Oxford. Avril-juin 1921, trimestre Trinity. Alors, comme je vous disais, c'est le dernier trimestre entier de Shoghi Effendi. Le Trinity Term de Shoghi Effendi dura du 28 avril au 23 juin 1921. Shoghi Effendi commença à prendre des dispositions dès le début du trimestre pour engager un professeur particulier compétent avec qui travailler pendant les longues vacances de l'été, de juin à septembre. Et alors, il a demandé à Ethel Rosenberg, Mary Thornburg Cropper, de l'aider à trouver le professeur Reynolds Nicholson comme tuteur. Ce dernier est un professeur de persan et d'arabe et reconnu pour sa traduction du poète persan Rumi en anglais. Le 5 mai 1921, les problèmes économiques et leurs solutions. Shoghi Effendi était concentré sur ses études, mais il y avait un autre aspect de cette vie universitaire qui le séduisait beaucoup. Il aimait beaucoup les conférenciers exceptionnels qui parlaient dans cette salle des débats très très belle et il essayait d'aller à autant de conférences qu'il pouvait, mais il faisait aussi des présentations. Et durant le trimestre Trinity, il en a fait une sur les problèmes économiques et leurs solutions et une deuxième sur la foi bahaï, présentée à l'une des principales sociétés d'Oxford.
Mais bien sûr, malgré son emploi du temps chargé, Shoghi Effendi a quand même trouvé le moyen de s'associer étroitement avec la communauté bahaï britannique et a participé à certaines de ses activités. Le déclin et la chute de l'Empire romain, je vais vous parler d'un des grands amours de Shoghi Effendi, qu'il a découvert à Oxford. Donc, au cours de ses études à Oxford, Shoghi Effendi découvre un livre qui va avoir un immense impact sur son style littéraire, le chef-d'œuvre d'Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, le déclin et la chute de l'Empire romain. Shoghi Effendi tombe amoureux de la prose de Gibbon et de la façon dont il décrit les événements historiques importants, un style qui va non seulement qui va l'inspirer, mais qu'il va dépasser dans sa propre description de l'histoire de la foi dans Dieu passe près de nous. Il va grandement adapter et grandement élever ce même style. Il va dépasser Gibbon, qui est vraiment un des canons littéraires, je crois, du XVIIe siècle. Après Shakespeare, Gibbon, il est très connu pour sa façon de raconter l'histoire, mais Shoghi Effendi va le dépasser en termes de style. Shoghi Effendi a tellement aimé ce livre qu'il aura toujours un volume de ce livre auprès de lui dans sa chambre ou avec lui lorsqu'il voyage le reste de sa vie, jusqu'à sa mort, où un petit volume du livre se trouvait à côté de son lit. Il en lisait souvent des extraits à Ruhiya Khanum, à voix haute, avec sa belle voix et son bel accent Oxford, en s'interrompant pour exclamer: oh, quel style! Oh, quelle maîtrise de l'anglais! Quelle phrase coulante! Écoute ça! Juin-octobre 1921, Bournemouth et Londres. Shoghi Effendi a passé une partie de ses longues vacances d'été de 1920 à étudier dans cette annexe, l'annexe Holywell, près du collège Manchester. Mais Abdu'l-Baha avait donné des instructions strictes une fois de plus. Il connaissait son petit-fils, selon laquelle il devait se reposer hors de Londres et ne pas étudier ni travailler durant ses vacances. Alors Shoghi Effendi a obéi. Il a été rendre visite au Dr. Eslamont à Bournemouth pendant, j'ai oublié de mettre des photos là, pendant 2 semaines. Et puis après, il est parti en Écosse et il est allé à Torquay et ensuite Manchester. Donc, le 10 au 29 août, il a passé du temps dans cette région de l'Angleterre, aux côtés de Torquay, qu'on voit au fond. Ça, c'est une formation rocheuse bien connue de Torquay, et ça, c'est la ville balnéaire. Il va séjourner 3 semaines là-bas et il va se promener dans le parc de Babbacombe Downs, près de Torquay. Un magnifique jardin en bord de mer composé d'herbes vertes saisissantes, de chemins de terre rouge vif et de vases décoratifs blancs contre un ciel bleu vif. Ça vous rappelle quelque chose? Ruhiya Khanum supposera que Babbacombe était l'inspiration de Shoghi Effendi pour les allées en tuiles rouges concassées, les pelouses vertes, le ciel bleu, les ornements en marbre blanc des jardins de mausolée de Baha'u'llah et du Bab à Bahti et Haïfa. Chapitre 8. Shoghi Effendi à Manchester. 1er octobre 1921, arrivée à Manchester. Et voici l'arrivée de Shoghi Effendi, peut-être 1 ou 2 jours après. Une photo de Shoghi Effendi que vous voyez ici avec les Bahaïs de Manchester. Une des plus anciennes communautés Bahaïs d'Angleterre, extrêmement active et dévouée. Edward Hall, l'un des Bahaïs les plus anciens de Manchester, fait une charmante description de Shoghi Effendi, âgé de 24 ans, lors de sa visite le 1er octobre 1921, l'arrivée de Shoghi Effendi. Ses yeux étaient brillants, sa voix rassurante, ses manières parfaites, ses traits magnifiques. Il était comme celui qui, se maîtrisant, pouvait ainsi dominer les autres. Il imposait le respect sans paraître le savoir. Sa jeunesse nous attirait et la vivacité de ses pensées suscitait notre admiration. Nous étions tous très heureux et le conduisîmes au fauteuil principal. Ils sont restés ensemble jusqu'à minuit, le premier jour de l'arrivée de Shoghi Effendi. Donc Shoghi Effendi a passé 6 jours à Manchester et manque de temps, je n'ai pas pu vous raconter ces 6 jours entiers, mais vous pouvez les trouver sur la chronologie de Shoghi Effendi en ligne sur la partie 4. Il a même adoubé les amis d'huile essentielle de rose que Bahir Hanoum lui avait donnée. Le soir du 2 octobre,
Le lendemain de son arrivée, Shoghi Effendi est tellement ému qu'il écrit à Abdul Baha, profondément touché par l'ardeur des Bahaïs de Manchester. Et le voici ici, il a l'air tellement heureux. C'est merveilleux que le gardien ait pu rencontrer, que Shoghi Effendi ait pu rencontrer une communauté Bahaï très active, très mûre et reflétant l'esprit Bahaï parfaitement. Parce qu'une fois qu'il devient gardien, il ne pourra plus visiter des communautés Bahaï. Donc c'est sa seule occasion, c'est vraiment Manchester. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait de telles âmes dans cette ville. Le centre de la cause, donc en Angleterre, est bien Manchester et non Londres. Ils sont avides de nouvelles des progrès de la cause et profondément attachés à la personne de Abdul Baha. Ils sont vraiment dignes et méritants. Rencontrer ses amis apporte une chaleur spirituelle indescriptible. Quelle constance et quelle certitude! Ils sont convaincus que cette cause se répandra dans le monde entier. Les actions et les efforts de ses amis sont indescriptibles. J'ai été si émue par la rencontre de ces véritables serveurs de la beauté, serviteurs de la beauté bénie, que je n'ai pas pu dormir tranquillement la nuit dernière jusqu'au matin où j'ai écrit cette supplication pour décrire leur situation. Il écrit une très longue lettre à Abdul Baha. J'en ai pris juste 3 extraits. Chapitre 9, quatrième trimestre à Oxford. Octobre-novembre, un mois du trimestre Michaelmas. Shoghi Effendi ne resta que 3 trimestres et un mois à Oxford, mais ce fut un immense succès selon Amatul Baha Ruhiya Khanum. Un séjour, même aussi court, dans une université de la qualité d'Oxford, forma et aiguisa son esprit déjà logique, développa ses talents de critique, renforça son sens aigu de la justice et son pouvoir de raisonnement. Ce séjour ajouta à la noblesse orientale qui caractérisait la famille de Baha'u'llah cette touche de culture que nous associons au plus fin des gentlemen anglais. Dans une lettre persane adressée à l'un de ses amis à Londres, Shoghi Effendi exprime sa satisfaction quant à son progrès académique. Alors, si Shoghi Effendi est satisfait, ça veut dire qu'il a excellé. Je suis engagé dans ce pays jour et nuit à me perfectionner dans l'art de la traduction. Je n'ai pas un moment de repos. Dieu merci, à un certain degré au moins, le résultat est bon. Il ne s'engage pas vraiment. À un certain degré au moins, le résultat est bon. Mais ça veut dire qu'il était vraiment excellent. Notre dernière section pour aujourd'hui, souvenirs de Shoghi Effendi à Oxford. Toutes ces photos sont de Shoghi Effendi, soit en Angleterre, soit juste un an avant qu'il aille. Donc c'est l'âge qu'il avait quand il était en Angleterre. Beaucoup d'amis et des camarades de classe de Shoghi Effendi se souviendront plus tard de lui assis dans le quad, le jardin d'Oxford, ou alors se promenant les soirs d'été en train de lire son livre préféré. Shoghi Effendi était sympathique et facile à vivre et il appréciait les conversations passionnantes. Un camarade de classe a décrit Shoghi Effendi comme un homme irrésistiblement joyeux et dynamique, capable d'apporter une énergie positive à toute réunion. Shoghi Effendi était perçu comme un homme discret, mais vif d'esprit et profondément informé. Ses amis savaient qu'il était destiné à un leadership spirituel. Alors, pour rigoler, ils l'appelaient God, Dieu, ou alors Godchild, l'enfant Dieu. Mais le plus souvent, bien sûr, tout le monde appelait Shoghi Rabbani. Il l'appelait Rabbani. Shoghi Effendi aimait beaucoup citer les grands poètes persans Hafiz et Saadi, et il a communiqué cet amour de toute une vie à au moins un de ses amis à Oxford. Les amis de Shoghi Effendi savaient qu'il y avait toujours du thé persan, caravane russe, aux fines graines de cardamome, en train de, euh, de décanter dans la chambre de Shoghi Effendi, et c'est là qu'ils se réunissaient souvent. Shoghi Effendi aimait avoir de longues conversations sur des vastes questions éthiques, sociales et historiques. Il a même donné à un de ses camarades à Oxford des pantoufles en tissu persan qu'il a conservées pendant des années. Mais bien sûr, tout cela va finir très brusquement et la semaine prochaine, nous allons reprendre ce récit au moment où on le quitte maintenant, un mois après le début de son deuxième trimestre de Michaelmas à Oxford. L'inimaginable vient de se passer et Shoghi Effendi se rend à Londres urgemment
sans savoir pourquoi. Très chers amis, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous sur YouTube de regarder cette série et à la semaine prochaine.